Je suis avec Shubham. Shubham, où est-ce qu'on est là? Là, on est chez moi, enfin sur mon rooftop, je ne vis pas dans la rue, à Brooklyn. Donc là, c'est mon lit. Voilà, exactement. Donc sur mon rooftop, sur lequel il est interdit d'aller. Et donc ça s'appelle les McKibben Lofts, qui étaient avant des espèces de grandes usines et qu'ils ont retransformé en loft. Et on est dans le coin un peu dans le plus hipster de Brooklyn que tu peux trouver, quoi. I can't give you diamonds so pearl, hand on the moon and take you travel the world, but I can love you. Yeah, I'm gonna love you. Shubham, c'est un Français qui vit ici à New York. On s'est rencontrés grâce à un tweet. Qu'est-ce que tu fais, Shubham, dans la vie? Alors Shubham dans la vie, qu'est-ce qu'il fait? Je parle à la troisième personne. Non, sans déconner, je suis développeur évangéliste pour une boîte qui s'appelle Mailjet, qui fait de l'email. Et j'ai plein de side projects. C'est un concurrent de Aweber, Mailchimp et compagnie. C'est ça en fait. Okay. C'est un outil sur internet qui va te permettre de créer des emails marketing, mais aussi de gérer tes emails transactionnels, qui sont plus des emails un peu plus automatisés. Sinon à côté, je fais ce qu'on appelle des slugs. Alors c'est toi qui as inventé le concept ou tu l'as repris? C'est ça. Non, un jour je me disais pourquoi pas faire des... T'as inventé un nouveau format, ce qui est assez extraordinaire. Est-ce que tu peux en parler? Bah en soi, ouais, bah évidemment, mais en soi inventer, c'est marrant parce que le moment où j'étais en train de le faire, j'avais passé un vol de, je crois que c'était 10 heures d'avion, j'étais dans un tacos parisien et je me disais bon, je vais faire des blogs, je regardais Casey Neistat à l'époque, ça s'appelait des vlogs et moi je veux faire des slugs parce que c'est des Snapchat blogs. Et je me suis mis un objectif en fait, c'est pendant 100 jours consécutifs de faire des slugs en fait. Donc je me suis fait 100 jours de slugs et là il y a la saison 2 qui vient de démarrer. Avec du coup les slugs, donc on est au slug 103. Ton but, c'est de devenir Casey Neistat ou Jérôme Jarre? En soi, c'est de devenir Shubham Sharma, ça peut être pas mal. Et ça commence bien. En fait, dans l'idée, c'était vraiment d'acquérir une audience, de créer un peu une audience sans forcément avoir un but précis, de vendre quoi que ce soit. T'as combien de personnes qui regardent tes snaps aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en ai un peu plus de 500. Comment tu les as trouvés ces gens-là? Comment eux ils t'ont trouvé plutôt? Bah, au départ c'était vraiment une bande de potes avec qui on s'envoyait des snaps. T'as 500 potes qui t'envoient des snaps? Je suis sûr que j'ai 500 potes sur Facebook. Moi j'en avais 12 hein. Non, au départ c'était vraiment une bande de potes, donc on était une trentaine à peu près. Et après petit à petit j'ai regardé différentes chaînes YouTube, je me suis inspiré d'autres personnes et puis j'étais un peu créatif aussi. À mettre par exemple des snapcodes un peu partout dans la rue. Donc les snapcodes c'est les espèces de QR codes Snapchat qu'on peut imprimer. Et donc j'ai mis des stickers un peu partout dans Paris, un peu partout dans New York. Ça m'a rapporté en fait pas mal de monde parce que les gens les enlèvent pas forcément. Et vu que c'était créatif au départ, beaucoup de gens les scannent. C'est une vraie stratégie de gros hacking en fait ce que tu as fait. Un peu ouais, on peut dire ça, du gros hacking Snapchat. Après il y a plein d'autres stratégies, mettre dans sa signature mail ou faire en sorte, vraiment c'est faire en sorte de regarder où est-ce que les gens sont aptes à t'ajouter, à savoir quand ils ont leur téléphone en main, donc dans le métro ou alors dans les toilettes des bars, c'est aussi simple que ça. Donc t'es en train de pisser et puis donc tu colles tes snapcodes partout dans la ville. C'est un peu ça ouais. Et dans les bars un peu cool. À New York? À New York et à Paris. Mais tu le fais en français? Mais je le fais en français. Donc les gens à New York sont assez étonnés et ils me disent tu parles pas anglais? Je fais si, mais c'est juste que je vais le faire en français parce que mon audience principalement est française. Ouais, alors je te disais Casey et Jérôme Jarre parce qu'ils sont tous les deux fait connaître par deux formats différents. Casey Neistat par le vlogging sur YouTube, Jérôme Jarre par au contraire un format extrêmement court, des Vines. Toi tu te sens plus proche de quel format en fait justement? Plutôt le format long ou plutôt le format court? Bah du coup, étant donné que les snaps c'est 10 secondes, on peut faire des stories, donc raconter des petites histoires sur Snapchat avec un plan qui va durer 10 secondes. Je suis vraiment sur le format court. Au maximum, je pense qu'une story doit faire 2 minutes, 3 minutes par jour, au max 4 les jours où je suis motivé, mais pas plus. Et tu postes tous les snaps en même temps, c'est ça? C'est ça, en fait, au début, donc ce que je faisais, c'est que je postais quelque chose, une partie de la story à un moment donné de la journée. Sauf que le problème avec ça, c'est que les gens ne te regardent pas forcément. C'est pas comme toi qui va poster une vidéo à 7 h le matin ou comme Casey qui va la poster à 8 h. Mais du coup, j'ai commencé à appliquer une autre stratégie. C'était commencer à prendre mes snaps, raconter une vraie histoire. Mais juste bufferiser ces snaps, c'est-à-dire me mettre en mode hors ligne et tout simplement faire en sorte que les snaps
ce stack. J'aime beaucoup ta story, comment c'est fait, parce que c'est vraiment tourné comme un vlog. On retrouve un peu du Casey justement. Au départ, tu as marqué vlog numéro machin avec la date. Slog, pardon. Tu mets des musiques aussi, donc pour mettre des musiques sur des snaps, en fait, tu es obligé de mettre la musique sur ton téléphone, ensuite de prendre le snap. C'est ça, voilà. En fait, c'est vraiment du bricolage, ce qui fait un peu le côté, ce qui rend le côté un peu plus. C'est authentique, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de montage et tu perds pas de temps là-dessus, donc c'est cool. Voilà, c'est que je perds pas tous les soirs 3 heures à éditer comme toi ou Casey ou d'autres personnes qui font du vlogging. Moi, c'est en live. C'est-à-dire que faut que je sois créatif au moment où je suis en train de le faire, et si c'est de la merde, ça sera de la merde. Mais c'est juste que j'ai essayé, je me suis rendu compte que des bonnes musiques, ça passait bien avec une ville comme New York, et donc ça a donné un bon résultat. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était au départ pour m'amuser avec des potes. Donc je me suis dit, je suis à New York, autant montrer à mes potes que je suis à New York et partager vraiment ça avec eux. Ouais. Et cette notion de partage, je me suis dit, c'est dommage de passer autant de temps à faire des slogs, donc à faire en sorte d'imaginer ton montage et de ne pas le partager encore plus. Et c'est ce que je me suis dit que je vais faire. Donc bim, j'ai commencé à avoir des stratégies et à avoir plus de monde sur Snap. Tu bosses à MailJet, donc tu es sur tout ce qui est mailing, tout ça, email marketing, tu es à fond là-dedans. Tu es développeur évangéliste, c'est-à-dire que tu essaies de convaincre les développeurs d'utiliser l'API, c'est ça en gros? Convaincre, alors il y a une partie évidemment, tu fais du marketing, donc à terme c'est de faire en sorte de convertir. Ouais. Hein. Mais le job de développeur évangéliste qui existe peu en France mais beaucoup aux US, donc tu vas en fait faire en sorte que les autres développeurs comprennent ton message. Et donc tu vas parler de sujets qui vont être pas forcément liés à l'email marketing, mais plus au développement, à ce qui existe en termes de langage, de framework qui viennent de sortir. Et en fait, les gens ont d'abord confiance en toi, en ton message. Et après, ils se disent, mais si ce mec dit vrai, si ce mec raconte une chose qui est techniquement correcte et qu'il est bon dans ce qu'il fait, alors évidemment, son produit techniquement ne peut pas être de la merde. Alors, moi, mon avis de petit créateur de contenu sur Internet qui connaît absolument rien au mail, pas grand-chose, c'est que le mail, si tu veux, il est voué à mourir. Ça veut dire que c'est forcément en déclin, même si ça va prendre du temps, même si aujourd'hui ça marche encore très bien. Et au contraire, je pense que des plateformes comme Snapchat ou YouTube vont le remplacer, ou même les bots ou les messengers, à mon avis, ça va le remplacer. Qu'est-ce qui me répond l'évangéliste de MailJet? On va dire le mec qui travaille chez MailJet te dira, alors pourquoi pas, l'email peut mourir, on va dire, c'est vrai, on le voit au taux d'open, hein. Les taux d'open sont plus les mêmes d'année en année. Moi, ce que je te dirais, c'est les gens vont là où est l'attention. Ouais. Et donc, si tu veux, sur Snapchat, les jeunes sont sur Snapchat et ici, en fait, pas seulement les jeunes à New York, enfin aux États-Unis, parce que c'est fun et ils viennent en fait pour le côté entertainment. Tu vois, ils viennent vraiment kiffer. Sur l'email, c'était le cas avant. Avant, les gens sign-upaient à Groupon, ils sign-upaient à des newsletters un peu plus fun. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas parce que c'est devenu chiant. Les marketeurs sont venus et comme le dit Gary Vaynerchuk, ils ont tout ruiné. Parce que, en fait, il y a eu un moment où, avant, quand les gens envoyaient des emails, c'était génial. Ils ont même fait un film, genre I've Got Mail. Je sais pas si tu l'as vu, c'est un vieux film américain. Ils ont dit, oh putain, j'ai eu un mail. Et c'était tellement extraordinaire que les gens lisaient, on écrivait des pavés. Ouais, c'était une carte postale, quoi. Moi, mes parents, ils s'envoyaient des PowerPoint à la con avec des blagues pas drôles dedans. C'est ça, exactement. Ça n'existe plus, ça, on est d'accord. C'est ça. C'est ça, ça n'existe plus. C'est des vidéos sur Facebook, c'est l'équivalent de ça. Et ça a été transformé. Mon père m'envoie des vidéos tous les jours marrantes en croyant que je ne les ai jamais pas vues avant. Mais bon, voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les marketeurs sont venus et se sont dit, putain, il y a moyen de vendre quelque chose ici parce que les gens lisent des mails de 3 heures. Et ils ont commencé à faire des mails de 3 heures, mais pour vendre quelque chose. D'accord. Et après, il y a eu cet effet d'un peu mouton. Aujourd'hui, on est d'accord que tous les mails ou 99% des mails que tu reçois, c'est de la promo. C'est de la promotion pour des trucs qui t'intéressent pas. Alors, déjà, il n'y a pas quelqu'un comme chez Facebook qui fait l'algorithme pour te mettre en avant les photos de tes potes et pas les promos de MailJet. T'as, si tu veux, les clients mail qui commencent à faire qui font un travail génial, qui est de filtrer ton spam, qui est énorme. Ouais. Il faut savoir que 90% du trafic aujourd'hui SMTP, donc sur le flux email, on va dire, donc de tous les emails qui s'échangent dans le monde sont du spam, 90%. Oui, mais je te parle même pas du spam, je te parle pas des pubs pour le Viagra, tu vois. Je te parle de tous les services auxquels tu t'inscris une fois juste pour acheter un truc ou juste pour tester et qui continuent à t'envoyer des mails et tu penses pas forcément à aller cliquer dans le lien, puis au bout d'un moment t'abandonnes et puis t'as 200 notifications mail et t'arrêtes de les lire, quoi. C'est vrai que ça dépend beaucoup de ton client email, de ta gestion du mail. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est toujours quelque chose qui fonctionne, notamment pour les professionnels qui restent un peu toute la journée sur leur mail. Moi, je sais que je travaille peu sur un bureau, mais
mais quand je travaille dans un bureau, je sais que je suis connecté à mes mails, je check mes mails au moins 2 fois par jour. Je sais trier mieux, j'ai des filtres qui trient mieux pour moi, mais c'est un truc qui marche quand même. Pourquoi? Parce que c'est pas cher en fait. Tu parles de Snapchat, tu disais qu'ici à New York, c'est plus seulement pour les jeunes, mais même que tout le monde un peu était sur Snapchat. C'est quoi pour toi l'avenir de Snap? Est-ce que tu penses que ça a l'avenir ou est-ce que tu penses que c'est encore au stade de mode ou est-ce que c'est passé au stade Facebook, mainstream, truc qui va rester? C'est pas encore passé au stade de Facebook, c'est sûr. Je pense que ça a de l'avenir. Enfin, après, j'y connais rien, c'est personne laisser lire le futur, mais en tout cas, j'y suis parce que c'est en train de cartonner et ça va cartonner encore pendant un bon petit moment. Et est-ce que tu penses qu'il y a moyen de faire un truc sérieux à un moment sur Snap où ça va être que du divertissement et qu'on peut pas faire des appels à l'action Est-ce que les marketeurs vont venir ruiner Snapchat? C'est ça? Ils sont déjà en train de le ruiner. Ils sont déjà en train à cause de Gary Vaynerchuk. Déjà lui il est en train de ruiner parce que finalement, c'est vrai qu'il fait beaucoup de personnes parlent de lui, mais si on regarde vraiment la qualité de ses snaps, dans ce qu'il dit et tout, ça reste assez moyen. Il promouvoit beaucoup la plateforme, mais en termes de qualité de contenu, c'est pas aussi bien que le Ask Gary Vee Show. Après, il y a une chose, donc quand tu parlais de contenu sérieux, de qualité ou quoi que ce soit, là clairement on le voit grâce au GeoFilter. Où tu peux, là par exemple, on pourrait faire un filtre. On a été à un anniversaire l'autre jour où il y avait le filtre pour l'anniversaire. Et bah c'est pareil. Imagine, tu vas à une conférence d'un concurrent et puis tu mets ton logo sur Snapchat et que le concurrent s'est pas rendu compte que. Faire du trolling sur Snapchat. C'est ça. Donc il y a ça commence. Il va y avoir plein de business models qui vont se développer. Mais après c'est comme tout. Moi je suis là où en fait, j'écoute beaucoup les gens, j'écoute beaucoup souvent les jeunes. Et les jeunes aujourd'hui sont sur Snapchat, ils sont sur Pokémon Go, ils sont sur d'autres plateformes qui commencent à cartonner aux US avant. C'est une des raisons pour lesquelles je suis là. Et ça scalera en France quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu préfères à New York? Est-ce que c'est les jus verts à 10 $? Est-ce que c'est le métro où tu es obligé de le prendre 2 heures juste pour aller à l'autre bout de la ville? Est-ce que c'est les hipsters en boosted board qui se prennent pour Casey Neistat? Moi, ce que j'aime à New York, c'est vraiment tout retrouver. C'est-à-dire qu'il y a tout à New York. Je pense qu'il n'y a pas un type de resto, il n'y a pas un type de club ou un type d'entreprise qui n'est pas à New York. Et souvent, toutes les grandes entreprises ont une branch à New York ou quoi que ce soit. Et ce que j'aime, c'est ça et aussi la vitesse de New York. C'est un peu l'impression d'être au centre du monde en fait, l'endroit où tout se passe. C'est ça, c'est que tu n'as pas besoin d'aller faire un grand voyage pour rencontrer ton idole. Non, il habite à côté de chez toi. C'est un peu cette partie-là qui me fait kiffer et de savoir que je suis dans un nid où tout se passe. Et c'est une ville qui va à ma vitesse et j'adore ça en fait. Mais j'aime beaucoup Paris, ça ne veut pas dire que j'aime pas Paris, mais c'est juste que New York, ça a une vibe qui m'inspire vraiment et qui me rend un peu plus créatif, je dirais. Tu étais entrepreneur avant, freelance, c'est ça? Tu bossais en tant que développeur freelance. Aujourd'hui, tu as décidé d'être salarié. Pour quelle raison? C'est mieux? Je pense que ça se vaut. Il y a une chose, donc c'est vrai que tu as une grande liberté quand tu es freelance. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Donc si tu as un super réseau et si tu as des choses qui tournent, c'est superbe. Après, quand tu es freelance, il faut que tu gères tout. C'est beaucoup plus compliqué. On peut t'appeler à n'importe quelle heure, il faut que tu répondes parce que c'est ton client et si tu le veux, pour une prochaine fois, tu iras lui répondre. En tant que salarié, ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Évidemment, tu as plus de sécurité d'un point de vue financier. Mais après, moi, je suis salarié, moins pour la raison sécurité financière ou quoi que ce soit. Je suis salarié parce que j'ai littéralement le meilleur job du monde. Développeur évangéliste, c'est quelque chose qui est super convoité, où il faut avoir le côté, où il faut que tu saches coder. Si tu sais pas coder, tu pourras pas être développeur évangéliste. Et il faut que tu saches parler en public. Et en fait, c'est le côté, j'ai pu faire les plus grosses conférences. J'ai été à TechCrunch New York, pitché à TechCrunch. Je fais au moins 1 ou 2 conférences par mois. J'ai 2 meet-up ici. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment ça contribue à mon personal branding. Ouais. C'est le job qu'il me fallait. Donc si demain le job développeur évangéliste n'existe plus, je le ferai en solo et je créerai vraiment ma boîte pure développeur évangéliste. Tu dis que ça contribue à ton personal branding, ça veut dire qu'à côté, tu travailles aussi là-dessus. C'est-à-dire que tu n'exclus pas le fait d'un jour faire ton truc à toi ou je pense que faut jamais exclure. En tout cas, moi je me dis qu'il faut jamais exclure ça parce que t'es pas juste un mec de chez Mailchimp quoi. De Mailjet. De Mailjet. Voilà, merci. C'est pareil. Donc c'est vrai qu'on confond souvent Mailchimp et Mailjet. Allez voir Mailchimp et allez voir Mailjet, vous verrez la différence. Mailjet est beaucoup mieux. Pour être développeur évangéliste, la boîte c'est. Voilà, ça c'est quelqu'un qui veut voler une voiture. Il est un peu craignos ton quartier quand même. Et il y a un tas d'ordures de 20 mètres au pied de son immeuble. C'est le coin qui va devenir le plus hipster et tout le monde va y aller dans 2 ans. Donc faut être à l'avance. Quand une boîte embauche un développeur évangéliste, elle sait qu'elle va contribuer à son propre branding, au branding de la personne qu'elle embauche. Parce que avant tout, un développeur,
c'est pas un spécimen comme un autre, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui avant tout regarde de quoi tu es capable. Un marketeur classique ou un sales classique va venir en costard-cravate, va lâcher un gros pitch et ça va être génial, il va être inspirant. Un développeur, il faut qu'il monte du code. Et donc, quand une boîte recrute un développeur évangéliste, elle sait que c'est son code qu'elle va montrer et elle sait que c'est sur son image qu'elle va se baser. Donc évidemment, ça développe son personnel branding. D'accord, c'est intéressant. Est-ce que tu te considères comme un obsédé? Totalement. Hein. Je me considère comme un obsédé parce que, tout simplement parce que j'arrête jamais, même si on peut dire que je suis salarié ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a toujours dans ma tête quelque chose qui court et qui a envie de chercher de nouvelles opportunités, de nouvelles. Enfin, dans tout, si tu veux, même le fait que je vois une personne avec son téléphone, je me demande qu'est-ce qu'elle est en train d'utiliser. C'est obsédé à ce niveau-là en fait. Bon bah si vous voulez voir la vie d'un mec obsédé, c'est super, ils sont super drôles et vachement bien faits et des slogs. C'est ça, slog. Donc abonnez-vous à son Snap, on mettra le lien en description, on mettra le gros Snap code sur ta tête, ça doit. Voilà, j'ai choisi. Il faudrait que tu galères. Tu penses au mec qui monte après. Moi je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait, donc maintenant vous allez voir dans mes snaps un peu, je vais essayer de raconter des histoires, je vais essayer de mettre un peu des musiques, même si t'as l'air d'un con dans la rue quand tu mets ta musique à fond pour commencer à snapper et à parler tout seul. Mais bon, il faut avoir l'air con dans la vie pour faire des trucs bien. Ce sera la conclusion de cette vidéo. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je pense que c'est une très bonne conclusion. Il faut avoir l'air con. Voilà. Parce qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Merci. Reste libre.